Je pense vraiment que Kenan Gorgun est un des auteurs contemporains ici en Belgique francophone les plus brillants et les plus doués. Alors, pas doué dans le sens que Kenan a une sorte de don inné comme ça pour l'écriture ou pour la création, mais d'abord parce que Kenan est quelqu'un qui se bat et qui travaille et qui se bagarre avec la langue et l'écriture. On va le voir. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à mon avis pour le cerner. Il faut savoir qu'il écrit quand même depuis une quinzaine d'années et qu'il a abordé, on va en discuter ensemble, à peu près toutes les formes d'écriture, tous les genres littéraires, mais ce que je voudrais aussi qu'on arrive à montrer aujourd'hui, c'est que au-delà de la diversité des genres littéraires que Kenan a pu aborder, il y a une œuvre cohérente, dense et très originale, avec une langue de plus en plus maîtrisée, mais pas issue d'un don, mais surtout issue d'un combat, d'une bagarre au quotidien avec le langage, avec l'écriture, avec la création. Juste pour te présenter rapidement Kenan, donc tu es né en Flandre, de parents issus de l'immigration turque des années 60. Tu vas habiter un peu partout en Belgique, en suivant évidemment tes parents, en Flandre, à Bruxelles, aujourd'hui à Liège. Tu abandonnes assez rapidement tes études et puis à 26 ans, tu publies un premier recueil de nouvelles aux éditions Quadrature, justement, qui s'intitule « L'enfer est à nous ». Édition que tu retrouves en fait 10 ans plus tard, avec ce tout dernier livre. On avait signalé dans le programme effectivement que le dernier livre publié de Kenan était Daily on My Mind, mais en fait, entre-temps, et on va voir que là justement, on a un auteur qui est tout le temps dans cette boulimie d'écriture, mais entre-temps, il y a 12 nouvelles qui paraissent chez cet éditeur qui t'a publié ton premier recueil et qui s'intitule Détecteur de mes songes. À côté de cela, Kenan n'en reste pas là, puisque tu as publié, Kenan, de la poésie, des recueils de poésie, des romans. On se souvient peut-être de Fosse commune chez Fayard en 2007, si je ne m'abuse. On peut ajouter que tu es également scénariste. Tu as écrit des scénarios notamment pour une série Canal+. Tu es auteur de chansons. Tu as également publié, et ça on y reviendra aussi, 2 essais ou 2 livres plus personnels ou plus biographiques qui font en fait écho à ton parcours et à ton parcours de vie, qui sont Anatolia Rhapsody et Rebellion Park, tous les deux publiés il y a 2013, 2014, tous les deux en 2014. Je voudrais aussi signaler, avant qu'on démarre avec Kenan, que Kenan vient de recevoir le prix Marcel Thierry de la Communauté française, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour ce livre que tu as publié donc l'année dernière, Daily on My Mind, aux éditions Maelstrom Révolution, ici à Bruxelles, livre qui va nous servir d'une certaine façon de fil conducteur ce soir, parce que, à mon sens, il condense un petit peu ce que tu as pu faire avant et ce que, visiblement, on en a parlé un petit peu avant la rencontre, ce que tu projettes de donner. L'écriture, je crois que ça a beaucoup à voir avec 2 choses, c'est-à-dire un rapport très naïf à l'écriture d'abord, comme on peut avoir eu la peinture naïve par exemple. C'est vraiment dans ce sens de s'adonner à une forme d'expression sans avoir été préparé à cette forme d'expression, sans avoir suivi aucun écolage d'aucune sorte, puisque vraiment c'était comme un accident de voiture, moi, et l'écriture. C'était pas censé se produire. Je pratiquais un peu la musique à un niveau qui était très en deçà de ce que je rêvais d'être comme musicien. Et à un moment donné, j'ai compris que je serais jamais
le musicien que je voulais être. En revanche, l'écriture est arrivée et je me suis dit, je vais faire du blues et du jazz avec les mots. Et c'est comme ça que ça s'est produit. Je sais pas après si je peux vraiment, si je suis à même de dévoiler, tu sais, toutes les nuances de ce qui se produit quand on l'écrit, qui reste un acte heureusement mystérieux. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'écris comme on écrirait de la musique. Le rythme est super important, la force de frappe des mots, leur sonorité, l'influence que les phrases ont sur notre façon de respirer même. Parce que toute la lecture est une question de souffle pour moi. Et l'écriture, par exemple à la main, il fallait que l'écriture me mène jusqu'à l'épuisement de mes muscles. Hein, et que je sois. C'est ça, oui. Et à un moment donné, j'ai vu que quand mes bras étaient fatigués, mon esprit continuait à produire des phrases. Donc j'ai essayé de passer au clavier. Ça a été assez difficile parce que je maîtrisais pas du tout le clavier. Et puis à un moment donné, ça a l'air con comme ça, mais la vitesse de frappe que j'ai atteint sur clavier me permettait de ne pas perdre le fil de ce qui s'écrivait dans ma tête. Et c'est devenu encore plus physique parce que le clavier est devenu comme une sorte d'instrument, vous voyez. Et vraiment, je suis par exemple très sensible à la musique du clavier, à la musique que produisent les touches qui sont martelées comme ça pendant des heures à vitesse variable. Qui te donne un peu le tempo finalement de l'écriture. Et je me suis toujours arrangé pour écrire dans des conditions qui me permettent d'écrire assis ou debout et avec une certaine trépidation dans les jambes. Là, on est en train de parler de cuisine, mais par exemple, j'ai besoin régulièrement, quand j'écris, de danser avec beaucoup d'intensité sur des musiques écoutées à très fort volume. Je parle de Stephen King et du cinéma parce que dans ce tout dernier livre, Détecteur de mensonges, la première nouvelle, le personnage de la première nouvelle, dit à un moment, partout il voit la réalité sous forme de plans, de cadrage et de mouvements de caméra. Et finalement, quand on se pique de l'écriture de Kenan Gorgun, on se rend compte que Kenan est peut-être avant tout un cinéaste. Alors, est-ce que l'écriture d'un livre, quel qu'il soit, et on viendra au genre tout à l'heure, mais dans n'importe quel genre que tu as pu aborder, est-ce que finalement ton regard aussi, c'est avant tout celui du cinéaste? Non, je crois pas. Non, dans le sens, par exemple, chez mes personnages, et le flux intérieur, le flux de conscience, la voix intérieure compte toujours beaucoup aussi. Par exemple, dans le dernier roman sur lequel je travaille, il y a une séquence où physiquement, concrètement, visuellement, cinématographiquement, on va dire, le personnage est juste en train de se nettoyer les parties par souci d'hygiène corporelle. Ça a l'air assez folklorique comme ça. Mais ce geste l'emmène dans les années de son enfance où son papa, par exemple, mettait un point d'honneur tous les samedis matins à lui faire prendre son bain et à lui frotter le corps sous toutes les coutures pour s'assurer que son fils était propre comme un sou neuf. Ces souvenirs le ramènent à son père, qui le ramène à. Et il y a comme ça une scène qui fait, je crois, 18 pages, où concrètement le mec ne fait rien d'autre que ça. Manier son outil pour se nettoyer. Mais il se passe une infinité de choses par ailleurs. Donc, mais en même temps, ce qui est très vrai dans ce que tu dis, c'est que quand j'écris surtout, ça m'arrive moins quand je me balade en rue, encore que, mais comme une vision amplifiée de tout, en fait. C'est comme si la lumière était plus forte à mes yeux, les couleurs étaient plus vives, les contrastes plus frappants, les mouvements plus intenses, et le mouvement des gens dans les rues, la façon dont des corps se superposent dans mon champ de vision, c'est vraiment... Et les volumes, le rapport des volumes, quand on marche en rue, le rapport des volumes entre les voitures qui passent, les bâtiments, le ciel, la place qu'occupe le ciel, les changements de lumière, etc. C'est vrai que c'est quelque chose, des choses auxquelles je suis hypersensible, ce qui est parfois un peu même épuisant, parce que j'ai l'impression de capter tout le temps en permanence un peu trop de choses que pour être tranquille. Et du coup, quand j'écris, il y a une sorte d'appareil oculaire comme ça
d'œil intérieur, je ne sais pas comment le dire, mais qui saisit le paysage avec tous ses détails en une fois. Et puis alors l'écriture doit essayer de restituer, ou encore mieux, en réalité de sélectionner parmi tous ces détails que je perçois, ceux que je vais partager ou pas. Parce que c'est ça aussi en fait. Je suis pas un appareil photo à réalité, au contraire. Et donc pour moi la fiction c'est même la plus réaliste, c'est juste ce qu'on sélectionne parmi tout ce qu'on ressent et ce qu'on voit pour créer un texte qui ait du sens pour les autres. Ce que j'ai appris en réalisant mon premier film correspondait plus ou moins à ce que j'en attendais, même si le cinéma c'est vraiment un art des limites quoi, et de la limitation. Hein, c'est toujours par soustraction qu'on finit par faire le film après avoir abandonné tout ce qu'on pouvait abandonner. Mais au-delà de ça, en fait, c'est plus lié à Yadel. Yadel qui était le titre du film, qui était le personnage principal du film, mais qui était aussi un personnage de fiction déjà dans d'autres récits que j'avais écrits plus tôt et publiés plus tôt. Par exemple, mon tout premier recueil de nouvelles, L'Enfer est à nous, le tout dernier texte, épilogue à 2 voix. L'un des 2 personnages principaux, c'est déjà ce Yadel. Donc en fait, Yadel est plus une sorte de concept de fiction pour moi, qui représente l'autre moi, ou l'autre en moi. C'est un peu une démarche schizophrénique, parce que c'est une sorte d'alter ego en fait. Et c'est pas par hasard si le sujet de mon premier film, c'était déjà Yadel, et qu'ensuite, quand je suis revenu au roman d'Elia, dont le personnage principal était le même Yadel que dans le film, mais en gros, le roman commence là où finit le film, ou à peu de choses près. Oui, c'est ça, ouais. Je me suis dit à la fin, quand j'ai terminé l'écriture du livre, je me suis dit en réalité, l'auteur de ce livre, c'est lui, c'est pas moi. Et en fait... Et donc c'est effectivement ça qui... J'ai assumé ça jusqu'au bout en co-signant le livre avec un écrivain qui n'existe pas, tout en existant, puisqu'il est sur la couverture, donc c'est qu'il existe d'une certaine façon. Mais donc, alors, non, mais vous voyez, c'est non, là, je vous conseille de reprendre un verre de vin parce que ça va se complexifier un petit peu. Non, mais c'est ça. Alors, effectivement, vraiment, si on ne connaît pas le parcours de Kenan et si on ne connaît pas l'histoire du film, du court métrage, peu importe. Ce que Kenan vient de dire, c'est de trouver des manières d'interpeller, de dérouter le lecteur aussi, pour l'amener dans un univers qui est celui que Kenan se propose de développer. Mais donc Yadel donne son avis aussi sur mes livres à moi, qui est pas forcément un avis positif en plus. Et puis voilà, et puis il tombe sur moi dans le festival et le directeur du festival nous présente en disant voilà, entre Turcs vous devriez pouvoir vous entendre. Et donc Yadel et moi-même allons boire une bière au bar du festival et on se tâte et on se tourne autour en fait comme tous les Turcs. Les Turcs sont toujours très méfiants envers les Turcs. Et donc on est là, et on se lance quelques piques, etc., etc. Oui, t'écris aussi, oui, mais qu'est-ce que t'écris? Alors on commence à se lancer un défi poétique d'écriture en direct. Et le roman laisse entendre en fait qu'on a décidé de pousser l'exercice un peu plus loin et que le livre est le premier résultat de notre collaboration. Donc voilà, il y a une sorte de boucle qui est bouclée, quoi. Et c'était l'occasion pour moi de créer cet alter ego. J'ai toujours voulu écrire sous pseudonyme en fait. Ça va pas m'empêcher de le faire, mais je n'aimais pas l'idée de juste créer un pseudo de manière un peu plan-plan, un peu paresseusement, et de dire voilà, c'est moi, je lui invente une petite biographie, etc. Voilà. Non, je me suis dit, et si je me crée un pseudo par les moyens même de la littérature, à la faveur d'un livre, accouché d'un alter ego littéraire, qui puisse en fait créer une sorte de dérivation dans mon parcours et me permettre d'écrire des choses que j'écrirais peut-être pas sous le nom de Kenan Gorgun, quoi. C'est intéressant pour moi de constater par exemple que sur tous les bouquins que j'ai publiés, eh bien les cinq premiers se sont efforcés par tous les moyens d'éviter, ne fût-ce que de prononcer le mot turc. J'ai publié des thrillers, j'ai publié un roman d'espionnage, j'ai publié des histoires d'amour, ou plutôt de désamour. Mes personnages ont été belges, ont été irlandais, ont été américains, ont été expats, tout ce que vous voulez. Je me suis toujours arrangé pour qu'ils ne soient jamais belgo-turcs, et encore moins turcs. Il y a eu chez moi un vrai besoin, quand je suis entré en littérature, en écriture, de me distancer, de vraiment créer par les livres un monde
où je ne dois pas répondre de mes origines. Et puis aussi, il y avait la peur, qui n'était pas infondée, je pense, au moment où j'ai commencé à publier, la peur d'être catalogué écrivain issu de l'immigration. D'autant plus que je savais, à l'époque, que j'étais le seul écrivain de langue française d'origine turque. Et il semblerait que je sois toujours le seul. Donc le réflexe de vous cataloguer, il est là, il est tout prêt, il est rapide. Et pour essayer de fausser toutes les attentes et échapper à l'étiquette, eh bien mes romans ont évité de parler de ce que c'est que d'être turc, de ce que c'est que d'être belgo-turc, de l'identité, de l'appartenance, de la communauté, de la religion musulmane dans laquelle j'ai été éduqué. Mais au risque de me perdre évidemment de vue moi-même, un risque que j'ai réalisé en 2009, après avoir publié mon 5e bouquin Patriot Act, qui est un gros pavé d'espionnage, que je revendique entièrement, hein, cela dit. Mais à ce moment-là, je me suis dit, il y a un truc qui tourne pas rond. Il y a un truc qui tourne pas rond. Moi, pour qui l'écriture était tellement une surprise dans ma vie, il y a tellement rien dans mon environnement familial, culturel, etc., qui me préparait à l'écriture, que réellement ça a été un cadeau du ciel de pouvoir écrire. Et je mesure mes mots dans le sens où j'aurais eu une vie très très différente s'il n'y avait pas eu l'écriture. Et j'avais déjà commencé à vivre cette autre vie, où j'aurais peut-être pas fait de vieux os, mais passons. Mais au bout de 5 livres, je me suis dit, ce cadeau du ciel, c'est tout ce que tu en fais. Fuir ce que toi tu as le sentiment d'avoir compris de toi-même, des êtres humains, de la vie, des Turcs, de tout ça. Alors qu'il y a si peu de monde pour en parler, toi qui as la chance de pouvoir le faire, tu l'évites. À quoi ça rime tout ça? À quoi ça rime tout ça? Et est-ce que l'écriture ne devrait pas servir à autre chose? Moi, ma conception de l'écriture comme un combat de vie qui s'arrêtera que le jour où je serai mort. Je ne crois pas, enfin on peut jamais savoir évidemment, mais je ne crois pas que quoi que ce soit me fera vraiment renoncer durablement à écrire, même si tous les lecteurs devaient disparaître. Enfin, vous voyez. Et qu'aussi, c'est la seule chose qui, moi, m'a permis d'exister en dehors de mes appartenances. Des appartenances, en plus, qui se trouvent être assez fortes et pesantes sur l'individu. On n'appartient pas, je crois, à la communauté turque, comme on appartient à la communauté belge, par exemple. Parce que la communauté turque se définit par le fait même, du moins en exil, qu'elle est une communauté en terre étrangère. Et donc c'est une communauté au rite très fort, très pesant, très engageant, qui laisse peu de place à l'individu. Et donc si en gros on a le malheur de se sentir un peu différent, on est toujours condamné à une certaine dose de souffrance dans la vie, mais c'est encore plus vrai si on est turc. Parce qu'on n'est pas censé vouloir faire autre chose que ce que la communauté fait ou que ce que la communauté veut pour vous. J'ai déménagé, moi, 18 fois en 10 ans, à cheval sur plusieurs pays, parfois éloignés de plusieurs milliers de kilomètres. Et la seule chose qu'il m'importait d'emporter, c'était mes textes. C'était mes textes. Tant que j'ai mes textes avec moi, je suis chez moi. Et ça a été vrai pour moi quand j'ai été vivre en Afrique centrale, ça a été vrai pour moi quand j'ai été vivre au Canada, ça a été vrai pour moi quand j'ai été vivre à Istanbul, et les différents coins de la Belgique où j'ai vécu. La seule chose que je trimballais avec moi, c'était mes textes. Le reste, vraiment, j'ai dû vendre et racheter une infinité de meubles et tout, parce que voilà. Parce que c'est comme ça. Parce que je suis pas mon frigo, je suis pas ma télé, je suis même pas le nombre de bouquins que je possède. Tu parlais de bibliothèque d'écrivains tout à l'heure, mais tu verrais la mienne aujourd'hui, elle te ferait pleurer, quoi. Parce qu'à force de déménager, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert le plaisir qu'il y avait à offrir des bouquins. Mais comme ça. Et alors, j'avais des centaines de livres. Ce qui n'a rien d'exceptionnel. Je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui en ont des milliers. Mais encartonner et déballer des centaines de bouquins quand on déménage au rythme qui était le mien à cette époque-là, c'était juste horrible. Et alors, je me suis dit, mais au fond, pourquoi je balade tous ces trucs avec moi? Et j'ai commencé à donner mes livres à tous ceux qui en voulaient bien. Je les ai déposés en rue, comme ça, sur des capots de voitures, des appuis de fenêtre, avec un petit mot pour celui qui les ramasserait. En disant, tiens, une dédicace d'un inconnu à un autre.
Et je me suis délesté comme ça de centaines de bouquins. Aujourd'hui, de la même façon, j'ai une poignée de livres qui sont ceux dont je ne peux pas me passer. Et je les balade avec moi. Et parce qu'au fond, il n'y a que ça vraiment. Il n'y a que ce qu'on fait qui définit ce qu'on est, je crois. C'est pas ce que je vous raconte là ne dit pas entièrement qui je suis. Ce que je pense, encore moins. Il n'y a que ce que je fais. Et ce que je fais, c'est des livres. Donc au fond, on pourrait parler encore des heures. Il n'y a qu'une seule façon de savoir qui on est, c'est de découvrir ce qu'on écrit. Que moi-même, je découvre quand j'écris. C'est ça qui est génial aussi. C'est que quand on écrit, le livre qu'on est en train d'écrire vous renseigne sur ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et que vous n'avez même pas verbalisé, et qui serait peut-être jamais sorti, et que vous n'auriez jamais découvert si vous ne l'aviez pas écrit. Je me demandais pourquoi chaque roman, tu écris le titre en anglais, alors que tu écris en français en réalité. Quelle était la raison? Alors c'est vrai que c'est une bonne question, parce que bon, tous mes romans ne comportent pas des titres en anglais, mais c'est vrai que là, il y a eu une succession de bouquins où le titre, effectivement, est en anglais. Patriot Act, Rebellion Park, Anatolia Rhapsody, Daily on My Mind. Mais c'était pas voulu, en fait. C'est vraiment, on m'a fait déjà la remarque. Je sais pas, sauf peut-être probablement le goût aussi de la langue anglaise. J'écris en anglais, mais plus des choses confidentielles comme ça. Plus dans la musique, j'écris des textes de chansons pour certains groupes de rock ou de blues. Mais et donc là, je le fais en anglais parce que j'ai pas envie d'être un chansonnier de la langue française, mais l'anglais m'intéresse pour sa mélodie, sa musicalité, et que je me voyais mal écrire des chansons de blues en français, tout simplement. Mais je sais pas, je crois que c'est vraiment un concours de circonstances qui ont fait que quelques bouquins parus à la suite les uns des autres, je leur ai trouvé le titre en anglais qui me semblait correspondre le mieux. Après, il y a parfois du référentiel. Rebellion Park, c'était clairement en référence au film Punishment Park de Peter Watkins, parce qu'il y avait aussi une filiation politique, philosophique entre cette œuvre-là et mon livre. Anatolia Rhapsody, c'était un peu Bohemian Rhapsody, mais à la sauce anatolienne. Et Daily on My Mind, en fait, c'est en référence au titre d'un très vieux film, un des tout premiers films de Robert De Niro, où il est tout jeune, il a un rôle secondaire. C'est un film méconnu qui s'appelle Jennifer on My Mind. Je trouvais le titre très beau, le film est très chouette. Et De Niro est déjà De Niro, même si c'est un film qui a un peu disparu dans sa filmographie. Et donc voilà, au moment de trouver un titre pour ce livre, qui raconte l'histoire de quelqu'un qui est hanté, obsédé par une femme, je me suis dit, je vais faire un clin d'œil à Jennifer on My Mind, et je l'ai appelé Daily on My Mind. En plus, ça faisait titre de chanson, ce qui a toujours l'art de me plaire, quoi. Mais il faut souligner quand même que les titres français de Quénan sont aussi très évocateurs et très beaux. Alcool de larmes ou Détecteur de mensonges, bon, il y a de la poésie. L'ogre, c'est mon enfant. L'ogre, c'est mon enfant, c'est magnifique. Il suffit de lire les livres d'histoire. C'est ça. Je crois que le drame, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on lit pas assez de livres d'histoire, simplement. De livres d'histoire, de nouvelles histoires. Parce qu'il y a les historiens et puis il y a les nouveaux historiens, etc. C'est bien tout ça. Mais globalement, on n'a plus aucun rapport avec l'histoire. Et donc, on croit que chaque chose qui arrive pour la première fois. Ou à peu de choses près. En tout cas, je parle du point de vue des gens qui m'entourent au quotidien. Je doute pas qu'ici, plein de gens ont plein de notions d'histoire, etc. et s'intéressent à ce qui s'est passé pour les êtres humains avant leur naissance. Mais c'est pas le cas de la plupart des gens. Je suis désolé de le dire, la plupart des gens, l'histoire, c'est hier, avant-hier, il y a 3 ans ou 10 ans à la limite. Mais il suffit de lire un peu les gens qui se sont succédés dans l'histoire pour savoir que ce type de personnage finit toujours recraché comme un tas de merde par l'histoire. Sauf qu'entre-temps, ils font énormément de dégâts. Et que les gens qui subissent ces dégâts mettent beaucoup de temps à s'en remettre. Voilà. Donc c'est une sorte d'optimisme philosophique invérifiable à long terme, mais de très grand pessimisme dans le cadre de nos existences terrestres maintenant. J'ai grandi, en revanche, à Molenbeek d'abord, à Anderlecht ensuite. J'ai grandi avec des voisins, des amis de la famille qui étaient arméniens, qui étaient kurdes. Et ça paraissait tout à fait naturel. Une de mes babysitteuses attitrées à l'époque, on l'appelait Kurtienge. Ce qui voulait dire en gros la tante kurde. C'était son surnom.
Donc moi, tout petit garçon, c'est comme ça que je la connaissais, et c'était une amie à ma mère qui nous gardait quand ma mère avait affaire, et c'était tout à fait normal. Et mes voisins étaient arméniens, mais ça voulait pas dire grand-chose pour nous. Et c'est après, en fait, qu'on a essayé de nous enseigner de force qu'il y avait une différence, etc., etc. Comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'arrive plus à ne pas voir tout ça. Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas avant. C'est comme je disais tout à l'heure, même le fait d'être musulman. Je veux dire, moi, mes parents sont musulmans, pratiquants. Il y a 20 ans, on s'en foutait. On s'en foutait. Aujourd'hui, on s'en fout plus. C'est devenu un fait de société, un critère de définition, une façon de se positionner dans la société. C'était pas le cas avant. Donc tout ça aussi, je veux dire, on nous impose ou on nous infuse à la longue. C'est vraiment à l'usure qu'on capture les esprits. Et qu'on leur fait croire à un moment donné que ça a toujours été comme ça. Et que si on se laisse prendre, au bout d'un moment, on oublie que c'était pas toujours le cas. Et que faire autrement, vivre autrement, cohabiter autrement, ça avait été possible en fait. Voilà.